Sans transition, on passe à la fiscalité des entreprises, à l'imposition des entreprises et à la TVA, avec Delphine Cabon et Jean-Paul Mattei. Delphine qui représente les experts comptables et Jean-Paul les notaires, si mes tablettes sont exactes. On attaque directement. Si c'est vous qui avez le micro, Delphine, c'est donc avec vous. On va parler de la déduction fiscale d'une provision comptabilisée. Et là, le Conseil d'État a encore fait des siennes. Voilà. Oui, alors donc nous verrons dans un premier temps effectivement une toute nouvelle jurisprudence qui date de fin décembre et qui précise les règles en matière de déduction fiscale des provisions comptabilisées. Puis ensuite, nous aborderons diverses mesures de la loi de finances qui concernent la fiscalité des entreprises, avec notamment la hausse de la contribution additionnelle de l'impôt sur les sociétés, la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations, et puis les nouveautés en matière d'allègement de crédit d'impôt, de TVA et de taxes locales. Alors donc le premier sujet, peut-on différer la déduction fiscale d'une provision comptabilisée? Donc là, le Conseil d'État s'est prononcé au travers du cas de la société financière du Rond-Point et a jugé qu'une provision comptabilisée devait, à partir du moment où elle respecte les règles fiscales, eh bien, être déduite obligatoirement du résultat fiscal. Alors il s'agissait ici de la société financière du Rond-Point qui, au cours de l'exercice 1996, a comptabilisé une dotation aux provisions, puis a choisi de réintégrer cette provision et l'imposer au niveau du résultat fiscal. Puis au cours des exercices 98 et 99, cette provision a fait l'objet d'une reprise comptable et donc, par symétrie, l'entreprise a déduit fiscalement cette reprise de provision. Donc c'est cette déduction fiscale qui a été contestée par l'administration. Et donc en 2010, la Cour d'appel s'est prononcée en indiquant que la déduction d'une provision pour la détermination du résultat fiscal eh bien, était une faculté que l'entreprise pouvait décider de ne pas exercer. Donc finalement, elle a adopté une position favorable à l'entreprise. Alors, quelles sont les règles en matière de déduction de provision? Donc, nous avons tout d'abord l'article 39 du Code général des impôts qui nous indique que sont déductibles les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été comptabilisées dans les comptes. Et puis nous avons un autre article du Code général des impôts qui fait le lien entre la fiscalité et la comptabilité et qui précise que les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général sous réserve de ne pas aller à l'encontre des règles fiscales. Alors, quelle est la règle au niveau de la comptabilité? Eh bien, elle est donnée par le Code de commerce et qui indique que même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires. Donc là, l'entreprise n'a pas de choix au niveau comptable. Et on enchaîne sur un autre exemple. Oui, puisque suite à cette décision de la Cour d'appel en 2010, donc on a eu plusieurs décisions de tribunal administratif, et notamment qui ont concerné le cas de la société Dalca, donc on était dans la même configuration que la société financière du Rond-Point, et là, le tribunal administratif s'est prononcé en défaveur de l'entreprise et donc a décidé d'imposer cette reprise de provision qui était déduite, malgré le fait que la dotation initiale n'avait pas été déduite du résultat fiscal. Et en outre, le tribunal administratif a considéré que l'entreprise là avait fait une décision de gestion irrégulière et donc le tribunal a décidé que cette reprise de provision était totalement imposable. Alors, quelle a été l'évolution en matière de jurisprudence? Donc, suite à cet arrêt de cour d'appel qui a fait l'objet de l'arrêt du Conseil d'État que nous allons voir dans quelques instants, eh bien, donc, deux décisions de tribunal administratif qui sont allées en faveur de l'administration fiscale, puis une position donnée oralement par l'administration fiscale et le Conseil d'État lors d'une conférence qui allait également dans le même sens que les tribunaux administratifs. Alors le Conseil d'État, eh bien donc cet arrêt de fin décembre 2013, qui nous précise que lorsqu'une provision a été constituée dans les comptes de l'exercice, et à partir du moment où les règles fiscales sont respectées, eh bien le résultat doit en principe être diminué du montant de cette provision. Et que dans tous les cas, la reprise sera, elle, imposable. Donc voilà, maintenant c'est clair, la provision est déduite du résultat. L'entreprise n'a plus de choix. Merci pour ce coup de zoom et pour ce décryptage. On passe effectivement
Point suivant. Au suivant. Et je vais passer la parole à Jean-Paul pour les dispositions suivantes. Merci Delphine. Là, on va être amené à commenter deux mesures, des mesures temporaires visant en quelque sorte à aller chercher un petit peu des recettes fiscales et assez symboliques. Il y en a une notamment concernant... L'une d'entre elles a été abondamment médiatisée. Absolument. Alors sur la première mesure qui concerne, qui est une mesure qui existait déjà, il s'agit de l'aménagement à l'article 235 ter ZAA du Code général des impôts, qui prévoyait que les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros sont assujetties à une contribution exceptionnelle, additionnelle, qui est égale donc à une fraction. Et cette fraction était de 5% de l'impôt sur les sociétés, donc pour les exercices antérieurs. Alors, les nouveautés du texte, c'est qu'en fait, la taxe passe de 5 à 10,7, soit une majoration de plus du double. Et le rehaussement du taux s'applique donc aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. Donc on vous a mis un tableau dans lequel, pour les acomptes et autres, donc je ne le commande pas plus, vous l'avez dans votre support. Alors maintenant, je voudrais aborder effectivement une mesure la fameuse taxe sur les hautes rémunérations. Voilà, sur les hautes rémunérations qui a fait couler beaucoup d'encre. Je vous rappelle un petit peu que c'était un thème de campagne de M. Hollande lors de la campagne présidentielle. Ça avait été évoqué lors d'une émission de télévision, puisqu'il disait au-dessus d'un certain montant, je prends 75%. Pour l'anecdote, il avait même pris par surprise son entourage très direct. Il n'était pas au courant de cette initiative. Alors, cette mesure, le législateur pour 2013 a essayé de la mettre en musique. Et après un dispositif, il se trouve, comme vous le savez tous, que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 29 décembre 2012, avait censuré cette mesure. Et ce qui était intéressant, c'était qu'au motif que le législateur avait retenu le principe de la taxation par personne physique sans prendre en compte la notion de foyer fiscal. Alors, cette mesure a été donc remise sur l'établi du législateur fiscal et dans le cadre donc du projet de loi de finances donc pour 2014 et après avis du Conseil d'État pour ne pas se tromper, l'article 15 donc institue une taxe exceptionnelle de solidarité donc assise sur la rémunération par les entreprises lorsqu'elles sont supérieures à 1 million d'euros. Cette taxe est égale à 50% de la part de la rémunération excédant 1 million, plafonnée à 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise au cours des 2 années, là encore une fois 2013-2014. Alors, quelles sont les entreprises concernées? Alors, les entreprises concernées, donc j'insiste bien, c'est une taxe qui est payée par l'entreprise, qui est donc déductible à part sur la contribution exceptionnelle additionnelle que je viens de voir. Donc ça concerne les entreprises individuelles, mais uniquement pour les rémunérations qui sont versées à ses salariés. La rémunération de l'exploitant individuel non déductible, j'insiste bien, n'est pas concernée par cette taxe. Par exemple, le IRL à l'IS, où on pourrait avoir la rémunération du dirigeant qui serait déductible, pourrait être concernée par cette taxe. Toute personne morale, alors il s'agit d'une société française, bien évidemment, d'une société étrangère qui a un établissement stable en France. Par contre, ça ne va pas s'appliquer pour des filiales étrangères d'une entreprise française. La rémunération donc, individuelle qui excède 1 million d'euros au titre des années 2013 et 2014, peu importe l'année de versement. La nature des rémunérations maintenant. Quelles sont les rémunérations concernées par cette taxe? Alors il s'agit donc des traitements et salaires, revenus assimilés, les rémunérations brutes des dirigeants, visées à l'article 62, alors j'insiste bien, rémunération brute des dirigeants, gérants majoritaires de SARL, de SCP et autres, les jetons de présence, les rémunérations versées en raison d'un départ en retraite, je vais y revenir, les rémunérations liées, alors attendez, je reviens en arrière, les rémunérations, je vais un peu vite, les rémunérations liées ce qu'on peut appeler aux dividendes du travail, les stocks options et attributions d'actions gratuites, et les attributions bons de souscription dans le cas de création d'entreprise. Alors, 2 petits focus sur les types de rémunération. Les rémunérations versées au titre du départ à la retraite, il y a 2 régimes qui vont s'appliquer. Soit la rémunération est versée sous forme de rente, et à ce moment-là, le montant entrant dans la base est celui pour les années 2013 et 2014. Soit cette rémunération est versée sous forme de capital, et alors l'entreprise ne prendra en compte que 10% du montant comptabilisé sur l'année. Le deuxième coup de zoom, il est sur les stocks options. Voilà, sur les stocks options. Gratuites. Alors, vous savez, j'ai eu l'occasion de commenter déjà ces mesures les autres années en matière de stocks options et d'actions gratuites. On voit que
Ces techniques d'intéressement sont de plus en plus maltraitées par le législateur fiscal et social. Bon, mais les stocks options seront retenus dans l'assiette de la taxe, soit de la juste valeur des actions ou de bons tel qu'était estimé pour l'établissement des comptes consolidés, soit 25% de la valeur des actions lorsqu'elles portent sur les options. Et sur les actions gratuites, qui est un peu plus utilisée maintenant, nous avons à peu près le même régime, si ce n'est c'est la valeur des actions à la date de décision d'attribution par le conseil d'administration du directoire. Alors, le taux de plafonnement de cette taxe, donc j'y reviens, est de 25% et de 50%. Le taux de la taxe, pardon, est de 50% et son plafonnement est de 5% du chiffre d'affaires réalisé par la société. Et on a un petit exemple. Voilà, alors j'ai mis un exemple qui d'ailleurs est un exemple issu du dossier de présentation de ce texte par le gouvernement. Donc je vous laisserai le regarder, je ne vais pas le commenter plus longuement et je peux passer la parole à Delphine. Pour un coup de zoom sur la limitation des charges financières. C'est elle qui reprend la parole. À vous. Oui, Charlie. donc la loi de finances instaure un nouveau dispositif en matière de déduction des charges financières. Notamment, l'objectif ici est de lutter contre les schémas d'endettement artificiel. Alors, sont concernées par ce nouveau dispositif les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui déduisent des intérêts d'emprunt versés à des entreprises liées, alors qu'elles soient françaises ou étrangères. Et donc là, les intérêts vont être déductibles sous réserve que l'entreprise puisse démontrer que l'entreprise prêteuse est imposée à au moins 25% de l'impôt déterminé dans les conditions de droit commun en ce qui concerne donc ces intérêts qu'elle aura perçus. Alors s'il s'agit d'une entreprise prêteuse située à l'étranger, eh bien l'impôt à prendre en considération est l'impôt français qui serait dû en fait par cette société étrangère si elle était établie en France. Donc finalement on prend l'impôt sur les sociétés fois 25%, donc ça fait 8,33%. Donc les impôts perçus par cette entreprise prêteuse devront a priori être au moins taxés à hauteur de ce pourcentage. Alors, comme le nombre de dispositifs en matière de limitation de charges devient très important, donc il a paru intéressant de faire un schéma pour voir comment s'articule entre ces différents dispositifs. Et donc on voit que ce nouveau dispositif dont je viens de vous parler intervient tout de suite en deuxième après la première limitation qui concerne le taux d'intérêt qui doit être inférieur au taux légal. Ensuite, après le nouveau dispositif, donc intervient la règle comme quoi le taux doit être inférieur au taux que l'entreprise aurait pu avoir auprès d'une banque. Et si ce taux est donc supérieur, alors on aura une partie des intérêts qui seront réintégrés au niveau du résultat fiscal. Ensuite, c'est le dispositif anti-sous-capitalisation qui va intervenir. Et là, donc, afin de vérifier si l'entreprise n'est pas sous-capitalisée. Donc là, on va calculer 3 ratios qui ne devront pas être dépassés simultanément. Si l'un d'entre eux au moins est dépassé, eh bien dans ce cas-là, on va réintégrer à nouveau une quote-part des intérêts donc au niveau du résultat fiscal. Le dispositif suivant, c'est le dispositif prévu par la loi Carré, donc, qui s'applique en cas d'acquisition de certains titres de participation financés par emprunt. Donc là encore, on va calculer, si on est dans cette situation, une quote-part forfaitaire d'intérêts qui seront non déductibles. Donc, après ce dispositif, on a l'amendement Charras qui va s'appliquer dans le cadre spécifique des groupes intégrés fiscalement. Et enfin, le plafonnement global des charges financières, donc, qui a été instauré par les lois de finances de l'année dernière, et donc qui plafonne à hauteur de 85% ou de 75% à compter de 2014, donc la déduction des charges financières nettes. Donc, donc le total des charges déductibles, finalement, va être égal au montant comptabilisé, moins toutes les quotes-parts que l'on vient d'évoquer. Le coup de zoom suivant, il concerne les allègements et les crédits d'impôt. C'est Jean-Paul ou c'est vous ? Non, c'est toujours moi. Voilà, donc en matière d'allègement et de crédit d'impôt, donc on va voir différents dispositifs. Donc nous verrons tout d'abord les nouveautés en matière de crédit d'impôt recherche. Alors je vous rappelle que sont concernées par le crédit d'impôt recherche toutes les entreprises soumises aux bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles. Le crédit d'impôt est égal à 30% des dépenses éligibles limitées à 100 millions d'euros, plus 5% des dépenses qui sont supérieures à ce plafond.
Ensuite, nous verrons le crédit d'impôt innovation qui concerne les PME sous certaines conditions. Donc, ce crédit d'impôt est égal à 20% des dépenses éligibles plafonnées à 400 000 euros. Nous ferons un petit point sur les jeunes entreprises innovantes, donc qui n'ont pas donné lieu à des modifications, enfin si, qui ont donné lieu plutôt à des modifications de la loi de finances, donc qui concernent les PME de moins de 8 ans sous certaines conditions. Et donc, ces jeunes entreprises innovantes peuvent bénéficier d'exonérations d'impôts sur les sociétés, de cotisations sociales et également en matière de taxes locales. Le CICE, donc, qui lui, cette fois-ci, ne fait pas l'objet de dispositions dans la loi de finances, mais nous verrons les principales caractéristiques de ce crédit d'impôt, puisqu'il s'applique pour la première fois en 2013. Donc, je rappelle, ce crédit d'impôt est égal à 4% des rémunérations versées, et donc, à compter de 2014, il sera porté à 6%. Et donc, ensuite, le crédit d'impôt apprentissage, donc, qui concerne, lui, toutes les entreprises, qui est égal à 1 600 euros fois le nombre moyen d'apprentis, et 2 200 euros dans certains cas. Et enfin, le dernier crédit d'impôt que nous évoquerons sera le crédit d'impôt des métiers d'art, qui concerne les entreprises qui réalise certaines activités et donc qui est égal à 10% des dépenses éligibles, 15% dans certains cas, et donc avec un plafond de 30 000 euros par an. Et tout ça en quelques minutes, c'est parti. Voilà, en quelques minutes, avec tout d'abord un rappel sur la réglementation européenne en matière des aides d'État, puisque vous savez qu'un allègement fiscal constitue une aide d'État qui doit être compatible avec les règles européennes de concurrence. Alors, quelles vont être les questions qu'il va falloir se poser lors d'un allègement fiscal? Eh bien, tout d'abord, de savoir si cette aide octroyée relève d'un règlement d'exemption, soumis donc à certaines conditions et à des plafonds spécifiques. Si c'est le cas, alors eh bien, il n'y aura pas besoin d'avoir l'autorisation de la part de la Commission européenne. Si ce n'est pas le cas, alors cette aide va relever du règlement des aides de minimis, sachant que le montant total de ces aides est plafonné à 200 000 euros sur une période glissante de 3 ans. Et sachant également que le plafond s'apprécie à la date d'octroi de l'aide. Donc si on est dans ce cadre, eh bien là non plus, l'autorisation de la part de la Commission européenne ne sera pas nécessaire. Si on n'est pas dans ces deux situations, alors l'autorisation de la Commission européenne sera nécessaire, sauf exception. Sinon, l'aide sera incompatible et devra être restituée. Alors, si on fait une application donc, aux différents dispositifs, vous voyez que certains crédits d'impôt relèvent du règlement d'exemption ou du règlement des minimis, ou n'ont pas du tout de plafond. C'est le cas du CICE ou du crédit d'impôt d'apprentissage, puisque ce sont des aides liées à l'emploi et qui sont à caractère très général. Allez, au cas par cas. Alors, le crédit d'impôt recherche, donc petit rappel, parce qu'on va accélérer un petit peu. Donc, en 2013, on a eu une suppression des taux majorés qui était prévue initialement au titre des deux premières années de la mise en place du dispositif. Petite précision également en ce qui concerne la demande de rescrit, juste pour vous préciser que donc, ce rescrit peut être demandé pour avoir un avis sur le caractère scientifique et technique du projet de recherche. Et donc cette demande peut être faite auprès du ministère chargé de la recherche, mais également auprès de l'Agence nationale de la recherche ou aux EO. Et donc, pour rappel, une absence de réponse dans les 3 mois vaut réponse implicite favorable. Alors, quelles sont les modifications apportées au crédit d'impôt recherche donc par la loi de finances? Eh bien, première modification donc, qui concerne les dépenses relatives aux jeunes docteurs. Vous savez que ces dépenses sont retenues dans l'assiette du CIR pour le double de leur montant pendant une durée de 24 mois, sous certaines conditions. Et donc, c'est une de ces conditions qui fait l'objet d'un assouplissement, puisque eh bien, normalement, une des conditions pour appliquer ce dispositif dans ce cas est que l'effectif total de l'entreprise ne diminue pas d'une année sur l'autre. Et donc, la loi de finances vient considérer que cette absence de diminution ne va concerner que l'effectif du personnel de recherche. Donc, cette mesure permet de ne pas pénaliser les entreprises dont l'effectif global diminuerait, mais qui poursuivent malgré tout leurs efforts de recherche. Autre modification pour le crédit d'impôt recherche, eh bien, cela concerne les dépenses de brevets, puisque les dépenses de brevets déposées hors de l'Union européenne seront éligibles donc, au crédit d'impôt recherche, ce qui va permettre aux entreprises de mieux protéger leurs brevets.
On enchaîne avec le crédit d'impôt innovation. Crédit d'impôt innovation, donc là qui ne fait pas l'objet de dispositions dans la loi de finances, puisque s'il a été instauré l'année dernière, mais il s'applique pour la première fois en 2013, donc suite à un constat, puisque donc 88% des entreprises bénéficiaires du CIR sont des PME, mais en réalité elles ne perçoivent que 31% du montant du crédit d'impôt recherche. Donc c'est pour ça que ce nouveau dispositif, qui ne va concerner que les PME, a été instauré à compter de 2013. Et donc ce crédit d'impôt qui est égal à 20% des dépenses éligibles, plafonnées à 400 000 euros. Les jeunes entreprises innovantes, où vous le rappeliez, il y a eu du mouvement. Voilà, alors jeunes entreprises innovantes, petit rappel, donc qui concerne toutes les entreprises qui ont une activité industrielle, commerciale ou non commerciale, qui respectent les seuils de la PME, qui sont créées depuis moins de 8 ans, donc seuil à la date de clôture de l'exercice, ont une activité réellement nouvelle et, dernière condition, elles doivent engager annuellement des dépenses de recherche et développement représentant au moins 15% de leur charge. Donc si toutes ces conditions sont respectées, eh bien, elles vont bénéficier d'exonérations fiscales et sociales. Alors ce qu'il faut retenir, voilà, deux points clés pour la loi de finances. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce régime devait se terminer donc, au 31 décembre 2013 et qu'il est prorogé pour les entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2016. Et autre aménagement de la loi de finances, qui porte sur l'exonération des cotisations sociales patronales, qui ne sera plus dégressive. Et donc, cette exonération sera appliquée à taux plein pendant une durée de 7 ans. Coup de zoom suivant sur le fameux crédit d'impôt de compétitivité et emploi. Voilà, CICE, alors déjà une légende. Oui, alors pour rappel, donc les principales caractéristiques de ce CICE, donc toutes les entreprises sont concernées. Les rémunérations concernées sont celles définies pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Le calcul se fait par année civile et donc les rémunérations concernées sont celles qui n'excèdent pas 2,5 fois le SMIC, sachant que celles qui dépassent ce seuil ne peuvent pas du tout bénéficier du CICE. Et donc le taux applicable, eh bien, ce crédit d'impôt est égal à 4% des rémunérations versées en 2013 et 6% à compter de 2014. Alors quelques précisions. Très vite. Le CICE donc, se calcule sur les rémunérations qui sont versées au cours de l'année civile et non au cours de l'exercice social, pour les exercices décalés. L'intéressement et la participation des salariés ne sont pas pris en compte dans la base du CICE. Autre précision, le CICE est en principe sans impact sur le calcul de la participation. Sinon, on a une déclaration spéciale qui est prévue, qui doit être établie en même temps que le bordereau de liquidation de l'impôt sur les sociétés. Et enfin, dernière précision, un établissement français d'une société étrangère peut bénéficier, dans les mêmes conditions qu'une entreprise française, de ce CICE. Alors, comment ça marche? Comment on l'impute? Vous nous montrez les 3 modalités. 3 possibilités d'imputation du CICE. Tout d'abord, une imputation possible donc, sur l'impôt sur les sociétés, donc pendant 3 années, sachant qu'au bout de ces 3 années, si un solde subsiste, eh bien, il fera l'objet d'un remboursement de la part de l'administration fiscale. Autre possibilité, un remboursement immédiat, donc là qui va concerner certaines entreprises dans certains cas, donc les PME communautaires, les jeunes entreprises innovantes, les entreprises nouvelles dans certaines conditions, et enfin les entreprises en difficulté qui font l'objet d'une procédure. Et troisième possibilité, eh bien, l'entreprise pourra se faire préfinancer sa créance de CICE auprès de la BPI ou un autre établissement bancaire. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le CICE 2014, eh bien, l'entreprise peut d'ores et déjà demander son préfinancement, donc sur la base d'une estimation. Alors, les règles de comptabilisation du CICE. Très rapidement. Donc là, on a eu une note de l'ANC et de la CNCC qui ont précisé ces règles. Donc, le CICE doit être constaté dans un compte de produits à recevoir au fur et à mesure de la constatation des charges de rémunération en comptabilité. Au niveau du crédit de la charge, eh bien, le compte à utiliser sera donc un compte en diminution des charges de personnel ou alors, au choix de l'entreprise, en diminution de l'impôt sur les sociétés. Alors, du fait de ce choix, on aura donc une divergence possible entre les comptes individuels et les comptes consolidés. Alors, précision, le CICE 2013 qui va être déclaré et qui est assis sur les rémunérations versées en 2013 n'est pas du même montant que le produit qui va être comptabilisé dans les comptes, puisque dans les comptes,
en plus du CICE 2013, on aura le CICE lié à toutes les provisions pour rémunération. La créance au bilan eh bien, sera égale au montant du CICE 2013, plus toutes les provisions liées notamment aux bonus qui seront payés l'année suivante. Ah, alors là, ça ne marche plus. Voilà. Alors, quels sont les contrôles effectués par les autorités sur le CICE ? Donc, eh bien, on a 2 niveaux de contrôle. Le premier niveau se situe au niveau du bien fondé et du calcul du CICE. Donc là, on a des règles qui imposent aux entreprises de déclarer des données prévisionnelles du CICE dans les déclarations de cotisation sociale, donc envoyées aux URSSAF, qui vont effectuer des vérifications et certains contrôles, et éventuellement communiquer les résultats de ces contrôles à l'administration fiscale, qui elle-même va procéder à son contrôle dans les conditions de droit commun, et procéder éventuellement à un redressement du montant du CICE. Alors, deuxième niveau de contrôle, donc au niveau du suivi de l'utilisation du CICE. Parce que vous savez que le Code général des impôts prévoit que les entreprises doivent retracer dans leurs comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt. Et que ce crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse des distributions de dividendes, ni augmenter la rémunération des dirigeants. Alors l'administration donne quelques précisions quant à cette information à donner dans les comptes annuels. Et donc, il est précisé que ces informations pourront figurer sous la forme d'une description littéraire, et donc pas d'informations chiffrées, en annexe au bilan ou dans une note annexée au compte. Alors, l'administration fiscale a également précisé que ces obligations de suivi de l'utilisation sont des éléments de cadrage permettant aux partenaires sociaux de vérifier si le CICE est bien effectivement attribué à une amélioration de la compétitivité des entreprises. Et il est ajouté que ces informations correspondent à une obligation de transparence, mais ne conditionnent pas l'attribution du CICE. Alors on a une réponse ministérielle qui nous donne une précision, mais qui malheureusement ne figure pas dans le BOFIP, et qui précise que ces informations ne seront pas non plus susceptibles, en conséquence, d'entraîner la remise en cause du CICE. On passe au crédit d'impôt apprentissage. Le crédit d'impôt très rapidement. Donc là, pour vous dire que ce crédit d'impôt a fait l'objet d'une mesure qui vient durcir un petit peu les conditions d'application du crédit d'impôt apprentissage, puisque au niveau du cas général, eh bien, le crédit d'impôt apprentissage sera limité aux apprentis qui préparent un diplôme d'un niveau inférieur ou égal à Bac+2. En revanche, l'avantage majoré, lui, reste applicable quel que soit le diplôme préparé. Et en 2 minutes, montre en main, ma chère Delphine, le crédit d'impôt sur les métiers d'art. Vous mettez la pression, hein. Alors, ouais, en plus, ça marche mal, donc là, je perds du temps. Non, ça marche pas. Crédit impôt des métiers d'art, voilà. Bon, voilà. Donc là, juste pour vous dire que ce crédit d'impôt est à nouveau soumis au plafond relatif aux aides de minimis. Et on a une petite modification qui concerne les dépenses éligibles, et donc où la notion de dépense de création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série est remplacée par celle de conception de nouveaux produits. Voilà. Donc on en a fini là pour les crédits d'impôt, et donc maintenant on va passer en revue rapidement les modifications qui concernent la taxe sur les salaires, avec 3 modifications. Donc tout d'abord, l'assiette de l'imposition de la taxe sur les salaires, puisque maintenant cette assiette est basée sur celle de la CSG et non plus sur l'assiette de cotisation sociale. Donc la nouvelle assiette va comprendre notamment l'intéressement et la participation. On a également, à compter de 2014, la suppression de l'assiette des gains de levée d'options sur actions et gains d'attribution gratuite d'actions. Deuxième modification, donc c'est les tranches qui ont été modifiées. Et enfin, modification substantielle, donc là qui était prévue déjà dans les lois de l'année dernière, donc qui concerne l'abattement des associations, mais il a paru utile de le rappeler, puisque cet abattement, cette franchise, passe à 20 000 €, sachant qu'elle était égale à 6 000 € pour les années jusqu'à 2013. Alors ensuite, les modifications en matière de taxe sur les salaires. Donc là, juste pour vous parler de cette nouvelle composante, R, comme elle s'appelle,
C'est-à-dire qu'au barème initial qui existait, hein, donc vous savez, en fonction de la date de mise en circulation donc, des véhicules, on appliquait un des 2 barèmes que vous voyez ici. Eh bien, à compter du 1er octobre 2013, on va ajouter cette nouvelle composante qui va dépendre donc, de l'année de mise en circulation du véhicule ainsi que du carburant utilisé. Et donc là, on pourra avoir un complément qui sera compris entre 20 € le minimum, pouvant aller jusqu'à 600 € pour un diesel qui est ancien. Voilà, et j'en ai terminé. Merci beaucoup, chère Delphine. On enchaîne avec Jean-Paul. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est en une dizaine de minutes de faire le tour de la TVA, de la fiscalité locale et de l'imposition des TPE. Voilà. Alors, je vais déjà annoncer que je vais zapper les TPE-PME, donc vous contenterez du support. Voilà. Par contre, je vais vous parler de la TVA, la nouvelle donne et la modification donc, des taux. Et puis ensuite, j'aborderai la fiscalité locale, puisque traditionnellement, je traite cette partie. Alors, en ce qui concerne la réforme de la TVA, donc c'est la contrepartie en quelque sorte du CICE, hein, puisque augmentation de la TVA, compensation, donc pour ne pas parler de TVA sociale, mais on ne va pas polémiquer. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la TVA? Augmentation des taux, 19,60, 20%. Par contre, sur ce qu'on appelle le taux intermédiaire de 7 à 10%, on a fait une différence, et tout à l'heure, Monsieur le Ministre l'évoquait, maintien d'une TVA à 5,5 pour tout ce qui concerne les travaux énergétiques. Et non seulement vont être concernés par cette modification tout ce qui est travaux annexes ou travaux liés. Sur les travaux de rénovation, on a une précision de l'administration fiscale. Les travaux de rénovation liés à l'habitation mais antérieure, il y a une possibilité donc toujours bénéficier du taux de 7%, mais il fallait que les devis aient été acceptés avant le 31 décembre 2013 et qu'il y ait un acompte important, puisqu'on parle de 30%, qui était versé avant le 31 décembre 2013 et qu'ensuite la facturation, donc c'est peut-être intéressant pour certains de vos clients, soit faite avant le 1er mars 2014 avec versement effectif avant le 15 mars 2014. Un point sur l'autoliquidation de la TVA, c'est un dispositif qui a été mis en place pour éviter la fraude et concerne donc, je dirais, le secteur du bâtiment et notamment le secteur de la sous-traitance. En quelque sorte, le sous-traitant ne sera plus obligé de déclarer et d'acquitter cette TVA. Il va y avoir un collecteur principal, le preneur, comme on l'appelle, qui sera donc lui chargé d'acquitter cette TVA, le sous-traitant lui-même étant peut-être un preneur pour ses propres sous-traitants. Alors, la définition du contrat de sous-traitance, vous l'avez indiqué, c'est la loi de 31 décembre 1975. Conséquence, donc, facturer la TVA au titre de ses travaux. Donc, l'entreprise sous-traitante est dispensée, la déclarer ou la payer. Une seule mention sera faite dans la déclaration sur le chiffre d'affaires au titre autres opérations. Alors maintenant, je vais aborder donc le domaine de la fiscalité locale. Alors, la fiscalité locale, on a un dispositif et on a intitulé notre transparent le tâtonnement, parce que je vous rappelle que je dirais la disparition de la taxe professionnelle a créé un séisme à la fois, enfin un séisme positif peut-être dans les entreprises, mais parfois un séisme un peu négatif dans les communes. Et il y avait surtout le problème de cette CFE plancher, cette possibilité de fixer un taux de CFE, donc cotisation foncière des entreprises, où c'est là d'ailleurs où seules les collectivités locales ont la possibilité de fixer un taux, puisque je vous rappelle que la CET, la contribution économique territoriale divisée en cotisation foncière des entreprises et en CVAE, la CVAE, l'élu n'a pas d'influence sur le taux, par contre sur la CFE, il a une influence, et notamment sur les minima qui étaient fixés. Donc on a une première tentative de modification, d'élargir le spectre de la taxation, et puis on s'est rendu compte que ça n'allait pas encore, et donc on a élargi en quelque sorte la CFE. On avait même imaginé dans un premier temps qu'il y aurait une taxation différente entre les BIC et les BNC, mais cette mesure a été cassée par le Conseil constitutionnel. Donc on a une modification des barèmes et qui laisse plus de possibilités aux communes pour fixer sa CFE. Alors, pour les délibérations, pour une CFE qui serait applicable pour 2014, il faut que les communes aient délibéré ou les collectivités aient délibéré avant le 21 janvier 2014. Et pour les délibérations prises avant le 1er octobre 2014, application pour 2015. Il y a également un changement de calcul de la CFE pour ceux qui avaient leur entreprise chez eux.
Donc là, il y a une autre modalité de calcul, ce n'est plus en fonction de la valeur locative. Donc on vous a mis les tableaux concernant la CFE, et je voudrais aborder également le thème de l'auto-entrepreneur, puisque là aussi, ça a fait débat, et on arrive au principe que maintenant l'auto-entrepreneur, pour les 2 années suivant sa création de son entreprise, donc cette exonération est supprimée purement et simplement, avec une sortie, je dirais, progressive. Et donc, en fait, les auto-entrepreneurs commenceront à être taxés à la CFE. Ce tableau permet effectivement de mieux s'y repérer. Effectivement. Voilà. Donc, ne sera taxable que pour les auto-entrepreneurs qui ont créé leur entreprise en 2009, 2010 ou 2011, qu'à compter de 2014. Je voudrais également aborder le domaine de la fiscalité locale et des taxes locales d'urbanisme ou des taxes que l'on peut appliquer sur des terrains bâtis. Alors, tout d'abord, on a vécu, cette année, vous avez vécu dans vos entreprises une forme de révolution avec ces déclarations et cette notion de valeur locative qui a été modifiée pour les locaux d'entreprise. Donc, on a, vous savez qu'il y a des commissions fiscales, il y a des revalorisations des valeurs locatives qui se fait tous les 3 ans. Maintenant, les valeurs locatives cadastrales des biens immobiliers, qui vont constituer l'assiette des impôts directs locaux, ces changements se feront au fil de l'eau par l'administration et non plus lorsqu'il y a une modification de facteurs d'évaluation de plus de 10% de la valeur locative. Donc, cette notion de suppression de 10% s'appliquera à compter des impositions établies au titre de l'année 2014. On a une tendance importante en matière de fiscalité locale et on va arriver, encore une fois, on court après des recettes fiscales importantes et on est toujours en train de faire évoluer. Et je pense que la future réforme concernera bien évidemment les locaux d'habitation. Mesures concernant les taxes d'aménagement. L'institution d'une majoration obligatoire de la valeur locative des terrains constructibles dans les communes ayant institué une taxe sur les locaux vacants. On a une année de plus. Elle ne s'appliquera qu'à compter des impositions de taxes foncières sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015. La majoration, je vous rappelle, est de 5% donc, en 2015 et 2016 au lieu de 2014 et 2016, puis à 10% à compter de 2017 au lieu de 2016. Ensuite, donc, sera maintenue la majoration, donc l'aménagement de la fiscalité locale pour les délibérations, pour les communes qui avaient pris des délibérations spécifiques sur cette majoration. Ce que je viens de commenter précédemment sont des majorations obligatoires. Voilà, j'en ai terminé. Alors, l'imposition des TPE, puisque je vois qu'il me reste une petite minute. Il vous reste une petite minute pour nous dire effectivement juste très grandes lignes. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les seuils sont modifiés. On a une volonté d'appliquer les seuils et les barèmes par rapport au régime de la TVA. On peut simplement souligner qu'il n'y aura plus de divergence pour l'actualisation des seuils pour les micro BIC ou BNC et pour la franchise de TVA, on ne fera plus de différence. Voilà, j'en ai terminé. On Merci vous a tout à tous les deux dans votre support. pour cet effort de concision. Vous avez bien compris que la pression est globale pour ce qu'on essaie de tenir le timing. Merci infiniment. On peut les applaudir.